Une question qui me frappe dans cette affaire, parce que un jour j'ai pris le café avec un fondateur du RAID, Ange Manchi, et il nous expliquait que quand il a mis en place le RAID, sa formule c'était « les mots seront notre arme principale ». Parce qu'au RAID, ils ont des psychologues, quand il y a une prise d'otage, il y a un forcené, ils passent des heures à essayer de négocier pour obtenir une reddition sans violence, et ils ne mobilisent la force que quand ces négociations échouent. Dans la gendarmerie, il y a exactement le même type de protocole au GIGN. Alors là, déjà, on se pose la question, pourquoi le GIGN sur une personne qui ne le justifie pas? Et pourquoi ce type d'intervention? Alors, il y a deux gendarmes qui sont mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui est quand même relatif quand on met cette balle dans le corps de quelqu'un. Mais il y a un vrai questionnement sur la chaîne de commandement. Dans tout ça, il y a une vraie responsabilité de l'organisation de l'État dans cette affaire, au-delà de la seule responsabilité des gendarmes qui ont ouvert le feu. Et c'est pour ça qu'on voit tout souvent, dans ce type d'affaires, le mensonge d'État se mettre en place. On l'a vu sur l'affaire d'Adama Traoré, où on ose parler d'infection foudroyante. Alors tous les médecins disent que c'est franchement pas possible dans les conditions où ça s'est produit. On sait qu'il est mort d'autre chose. On voit tout de suite la machine de l'État qui se mobilise pour créer un écran de fumée, effectivement, faire obstacle à la manifestation de la vérité, alors que le devoir de tout magistrat, ça devrait être une quête obsessionnelle de la vérité. Alors, dans cette affaire-là, il y a vraiment énormément de questions qui se posent. Hein. Alors, je crois qu'il y a quand même un contexte politique. J'ai été très attentif à la manière dont, quand elle expose avec tout le monde couché au sol avec les fusils, il y a 4000 familles qui ont été traitées comme ça pendant l'état d'urgence, des familles qui n'avaient rien fait, simplement qui étaient repérées comme étant musulmanes. Hein. Sur ces 4000 familles, il y a eu 6 procédures antiterroristes. Et moi, ce qui me frappe dans cette intervention, c'est qu'on est plutôt dans la démarche d'une intervention antiterroriste que dans la démarche de l'arrestation d'un type qui n'a pas répondu à une fin de permission de sortie. C'est une vraie question. Hein. J'avoue que moi, je n'ai pas de réponse à ça. Bon, je pense qu'il faut aussi avoir à l'esprit le nouvel article 435.1 du Code de la sécurité intérieure, qui a répondu à des revendications de policiers qui ont manifesté en armes pendant l'état d'urgence devant les palais de justice pour réclamer un véritable permis de tuer, c'est-à-dire qu'ils demandaient d'être alignés sur le Code de la défense en matière d'ouverture du feu. Et l'État a satisfait cette revendication, et il y a dans l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure des prescriptions qui sont extrêmement dangereuses et qui vont permettre à des fonctionnaires de police d'ouvrir le feu et de s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant simplement une erreur d'appréciation de la dangerosité de la personne. C'est extrêmement... je pense que le quinquennat qui vient de s'achever, c'est une des pires périodes de notre histoire post-coloniale en matière de démantèlement de l'état de droit et des libertés publiques. Et moi, je suis extrêmement ému aussi quand j'écoute Aurélie. Ce qui me frappe aussi dans toutes ces tragédies les plus récentes, c'est qu'en fait, chaque fois qu'un garçon tombe, il y a une sœur qui sort de l'ombre, oui, avec son chagrin, qui demande justice et qui nous invite à la protestation collective des consciences. Moi, j'ai été absolument frappé par la qualité de cette intervention et la force émotionnelle qu'elle porte.